Eh ben, bonsoir Nicolas, comment ça va? Ça va, ça va. Prêt Alors, pour faire feu. dis-nous, ce soir, on parle de quoi? Alors, on va parler d'un sujet que j'utilise beaucoup. C'est l'architecture réactive. Je l'utilise dans pas mal de projets que je fais parce que c'est quelque chose qui se prête aux projets, on va dire, modernes et qui, on va le voir dans les slides qui vont défiler, permet d'être assez flexible dans nos développements et de faire pas mal de choses. Ok, super. Alors du coup, ça s'adresse à qui? Est-ce qu'il y a un niveau dans une techno en particulier à avoir? Si je suis complètement débutant, est-ce que je vais être perdu, largué? Dis-nous un peu. Alors, le concept, c'est de l'architecture, donc il y a pas forcément de base de langage à avoir. Ce soir, moi, je vais coder en Java. Après, du coup, si vous ne connaissez pas Java, vous allez vous en sortir parce que je ne fais pas du code pour écrire du code ce soir, mais pour démontrer des concepts. Mais dans la globalité, l'architecture, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. C'est basé beaucoup sur des schémas, c'est assez visuel, donc normalement, il n'y a pas de souci. Ok, super, merci beaucoup. Et alors du coup, c'est un nouveau concept qu'on lance ce soir. Merci d'ailleurs Nicolas de nous l'avoir proposé, puisque c'est du live coding. C'est quelque chose, un exercice auquel on ne s'était pas livré. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en avez pensé avant de quitter la conf à la fin. Voilà, vous pouvez simplement nous laisser un petit mot. L'objectif qu'on s'est fixé avec Nicolas, c'est que ça devienne une série. Donc là, ce soir, vous allez avoir l'apéritif finalement, la présentation du concept, et puis ensuite on a prévu de se réunir si ça vous plaît, en tout cas une fois par mois, pour poursuivre et aller au bout et finalement avoir l'ensemble de l'application qui puisse être détaillé sur la fin. Si jamais vous ne pouviez pas assister à l'une ou l'autre des présentations, pas de problème, comme d'habitude, dispo sur YouTube dès le vendredi sur notre chaîne YouTube Proxiad. N'hésitez pas à aller vous abonner pour être tenu au courant de chaque sortie. Et ben maintenant que j'ai tout dit à peu près pour l'introduction, je vais te laisser. Nicolas, c'est à toi. Bonne conférence à tous. C'est parti alors, je me présente très rapidement. Donc, je m'appelle Nicolas Lenouvelle, je suis consultant senior chez Proxiad Axocen. Donc, les locaux se situent à Rouen. Consultant senior, ça veut dire que je suis un peu meilleur qu'un junior parce que je suis plus vieux. Voilà. Donc, je vais vous présenter du coup le concept d'architecture réactive. Donc, au niveau du plan, donc là, je vous ai mis le petit number one. Donc ce soir, on va voir quand même un petit peu de théorie parce qu'il faut quand même poser les bases de ce qu'est l'architecture réactive avant de pouvoir commencer à faire un petit projet d'exemple qui sera, je l'espère, un projet fil rouge. Et on fera brique par brique, du coup, la mise en place du projet pour arriver à une architecture réactive complète. Donc, on va commencer par quelques notions de concept, les grandes lignes de ce que veut dire l'architecture réactive. Je vais vous présenter le mini projet. Donc, ce sera rien de fou, ce sera un tout petit projet d'exemple, mais qui met bien en valeur ce qu'est l'architecture réactive. On va se concentrer après sur ce qu'on va faire aujourd'hui, la session de live coding, et après, je vous donnerai les sources et les ressources pour ceux que ça intéresse de reprendre ce qu'on va faire aujourd'hui et pourquoi pas de triturer un peu le code et de faire un peu ce que vous voulez avec. Donc, si ça vous va, on démarre avec la partie qui est plus théorique. Donc, l'architecture réactive, c'est quelque chose qui est décrit sur cette URL, le reactivemanifesto.org. Donc, vous avez la version française qui a été traduite, qui n'est pas traduite vraiment exactement comme il faudrait. Donc, je vous encouragerais plutôt à lire la version anglaise en premier et essayer de vous faire votre propre avis dessus. Mais si on prend les grandes lignes, donc j'ai pris des extraits, on va sortir quatre concepts qui sont la disponibilité, la robustesse, la souplesse et ce qu'on appelle le orienté message. Donc des systèmes qu'on va développer et qui suivront ces grandes lignes, on les appelle systèmes réactifs parce que ils vont nous permettre via ces concepts de créer des systèmes plus flexibles avec un faible couplage, on va voir ce que c'est après, et extensible. Donc l'extensibilité, c'est pas que on va pouvoir tirer et rendre l'application plus grosse, mais plutôt la répliquer
telle qu'elle est en tant que petite application sur plusieurs de ces mêmes applications. Donc là, vous avez un peu un petit nuage que je me suis amusé à faire qui reprend tous ces petits concepts sous la forme d'une image. Donc, si un jour vous voulez faire de l'architecture réactive, bah, vous imprimez cette petite image-là, vous la gardez sous vos yeux quand vous développez, et vous garderez un peu sous les yeux tous les concepts qu'il faut retenir. Je ne vais pas aller sur le site internet, hein, c'est un manifeste, du coup il n'y a que du texte, c'est bien résumé ici, ça sera largement suffisant pour ce qu'on va en faire aujourd'hui. Surtout que ici, on va avoir un peu un format graphique qui résume. Donc du coup, cette fois-ci en anglais, je vous disais, c'est un peu plus clair. Un système responsive, du coup, responsive, ça veut dire qu'il répond dans un temps honorable, donc qui n'est pas trop long à répondre, qui va savoir en fait répondre aussi rapidement que s'il répond OK ou KO, par exemple. Il n'y a pas des temps qui s'étalent trop longtemps. La résilience, c'est la capacité d'un système à ne pas se crasher quand il rencontre une erreur. Donc vous avez une null pointer exception, il ne faut pas que votre application s'arrête et il ne faudra pas la redémarrer à la main. Il faut pouvoir la gérer. Donc la résilience, c'est la capacité que votre système aura à réagir face aux erreurs qu'il va rencontrer. L'élasticité, donc là on parle pas mal de workload, de charge de travail. Donc ça va être la capacité à votre système de réceptionner une charge de travail donnée. L'élasticité, ça peut être au sein de l'application en elle-même, ou le fait qu'on puisse être scalable, donc avoir plusieurs applications qui vont être load balancées, par exemple, pour répondre à une charge montante, par exemple. Le dernier point, du coup, le message driven, donc le orienté message, ça va être la capacité, en fait, de découper notre application en petites applications, et on va demander à chacune de ces petites applications d'avoir une fonctionnalité particulière. Donc, je n'ai pas forcément d'exemple en tête parce que c'est toujours propre au projet sur lequel on travaille, mais on va avoir une application 1 qui va faire un traitement et qui va passer la main à l'application 2 et pourquoi pas en parallèle l'application 3. Et après, ça revient sur l'application 1 qui va passer à l'application 4 et chacune des sous-applications va faire son petit travail et sera plutôt dédiée à faire un sous-traitement plutôt que d'avoir un gros monolithe comme on peut en avoir de temps à autre. Donc du coup, on peut le résumer un petit peu comme ça quand on a une architecture assez simple. Et c'est un peu ce sur quoi on va se baser dans le projet un peu fil rouge qu'on va faire. On va avoir un premier bac, par exemple, qui va être couplé faiblement à un deuxième bac par une file JMS. Et chacun de ces bacs a sa propre base de données. Donc, on a toutes les notions un petit peu qu'on vient de voir d'élasticité parce qu'on peut avoir plusieurs instances, de disponibilité parce que avoir 3 instances, s'il y en a une qui se crache, il y a les 2 autres qui sont toujours capables de répondre. La partie asynchrone parce que la partie GMS va faire un tampon ici. On a tout ce qui est base de données pour la persistance. La résilience, on va avoir des techniques de codage qui se font à l'intérieur, par exemple, de nos bacs. Il y a tout un tas de choses et de concepts de l'architecture réactive qui vont se trouver dans chacune des petites briques qu'on peut mettre en place dans ce genre de système. On va passer maintenant à la partie un peu plus intéressante, c'est le projet qu'on va essayer de mettre en place. Donc j'ai dit, ça ne va pas être un truc de malade. On va partir sur une base assez simple, c'est qu'on va avoir des personnes qui ont des hobbies. Voilà. Donc on a une relation, une personne peut avoir ou pas de hobbies. On va faire une API avec un CRUD. Donc tout simplement, on va pouvoir créer, lire, mettre à jour et supprimer des personnes et des hobbies. Et aussi, pouvoir rechercher. Donc la base d'un CRUD assez simple, quoi. Sur une architecture réactive, on pourra le représenter comme ça. Par exemple, on a ici notre premier bac avec une personne qui va être juste en capacité d'écrire, donc créer, mettre à jour ou supprimer des personnes et leurs hobbies. Et d'une autre manière, pour une raison X ou Y, un deuxième bac qui est là juste pour de la lecture. Par exemple, pour faire la business intelligence, on dit qu'ici, c'est des instances dédiées à de la lecture ou des choses comme ça. Le premier bac, il a une base Postgre relationnelle. Le deuxième, il a une base Mongo NoSQL.
Et entre deux, on a notre tampon Apache ActiveMQ. Donc là, je commence déjà à parler de techno parce que je vous mets un peu dans l'ambiance du projet qu'on va développer ensemble au niveau de l'architecture réactive. Donc j'essaie de mettre des technos un peu différentes un peu partout pour que si on met vraiment bien en place le fil rouge, on puisse voir un maximum de technologies différentes et de mise en place différentes. Donc ce qu'on va faire sur le premier BO, c'est pas vraiment un CRUD, c'est un CUD parce qu'on va pas faire de lecture, on va juste faire de l'écriture. La recherche sur le deuxième BO, et on prend en compte le cahier des charges de l'architecture réactive, donc performance, résilience, élasticité, temps de réponse rapide, et on va rajouter un petit peu de reporting, mais ça c'est histoire de se donner un petit peu de choses à apporter à notre projet au niveau du cahier des charges. Donc ce soir, on va se concentrer sur une toute petite partie. Ça va être le back-office 1. Donc on va juste faire la partie écriture des données. On ne va même pas parler pour l'instant de base de données ou de messages asynchrones. Là, on va être juste sur la résilience, l'élasticité et tout ce qui est temps de réponse. On va utiliser le framework Spring Boot. On va intégrer tout ça avec Maven. Et donc pourquoi? Parce que c'est déjà très bien intégré de base sans qu'on ait beaucoup de configuration à faire. Ça, on va le voir juste après. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Donc je vais couper ma présentation et je vais passer du coup sur mon interface pour commencer à coder. Donc je vais vous partager mon Chrome et on va commencer par télécharger notre projet Spring Boot sur le site avec le Spring Initializer. Donc ça va être en Java Maven. Je ne prends pas la toute dernière version parce que je n'ai pas encore tout exploré et pour éviter l'effet démo, on va rester zen sur des versions que je maîtrise, mais ça ne changera pas grand-chose entre une 2.3 et une 2.4. Donc on va appeler notre artefact, on va l'appeler démo. Groupe comme Proxiat, c'est un jar, on va faire ça en Java 15 parce que c'est plus pratique. Et de base, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin de Spring Web pour faire du RESTful. Ça va nous donner un petit Tomcat embarqué par défaut, donc c'est largement suffisant. Et on va mettre Lombok pour éviter d'écrire trop de code. Donc là, une fois qu'on a rempli tout ça, c'est relativement simple. Le starter, je ne vais pas m'attarder dessus, mais en fait, ça vous permet de pré-builder un projet Spring Boot avec tout un tas de librairies et de choses que vous pourriez vouloir intégrer dedans. Donc il y a toute une partie SQL, NoSQL, il y a du reporting. Enfin, c'est vraiment c'est très très lourd comme framework, lourd dans le sens efficace. Hein, c'est pas le terme lourdeur. Donc je vais générer mon projet, je vais le récupérer, je le dézip et je l'ajoute à mon IntelliJ. Donc ça, je vais me mettre ici, ça sera plus simple. Hop. Donc là, c'est un petit peu la face cachée parce que je suis sur mon PC Pro. Et le temps que je déplace mon application dans mon workspace, je fais ça en off. Voilà. Je crée mon projet et je suis là dans quelques secondes. Hop. Maven, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça contient? Donc, ça contient une base de projet. Voilà. Avec une pré-config, un premier au niveau Maven, avec les deux dépendances que j'y ai demandé. Donc, mon Lombok et mon starter web. Et une base pour écrire des tests. Ça, les tests, on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui, on y reviendra plus tard. Au niveau des sources, c'est pas très compliqué. Hein. On a le main statique qui permet de démarrer l'application
et quelques ressources, donc static et template, c'est pour faire du front, pour l'instant on n'en a pas besoin, et un fichier de properties. Par défaut, application.properties, c'est ce que charge Spring Boot pour charger ses properties. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer par configurer notre application. Le but, c'est de pouvoir la déployer à un moment. Donc, on va demander des choses à Spring Boot quand on va compiler l'application. Et ça, c'est au niveau du Spring Boot Maven plugin qu'on va faire notre petite config. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, par défaut, si je compile mon projet, je vais faire un clean idate compile package. J'ai un target qui va apparaître. On va voir un jar. Donc, c'est un jar exécutable qui me permet de lancer mon application. Java-jar, le nom du jar. Ça va se démarrer. Ce que je vais rajouter, en fait, ça va me permettre de générer un petit peu de scripting pour pouvoir déployer mon application un peu plus tard. Alors, ce qu'on peut regarder avant même de commencer, là, tout de suite, mon jar qui fait 16 mégas, je suis sur quelque chose d'assez brut, donc c'est pas du tout lisible, hein, c'est du binaire compilé. Spring Boot, il propose de faire une petite chose qui est assez sympa, c'est qu'on peut configurer avec Maven, de lui dire qu'on veut que notre projet, il embarque en fait le script d'exécution de l'application. Donc, ce qui va se passer si je le recompile là, avec ce petit bout de configuration là. Donc, c'est un exécutable en mode service. Un service, c'est un peu comme sur Linux. Hein. On va pouvoir le voir très rapidement. C'est que maintenant, mon jar, en fait, il va contenir autre chose que mon binaire. Il va contenir un bash, en fait, qu'on va pouvoir extraire là. Et c'est ça qui va nous permettre de faire du start, du stop sur notre programme, en fait, une fois qu'il sera installé. C'est carrément intéressant d'avoir ce genre de petites choses. Là, en gros, pré-mâché, vous avez votre script qui vous permet d'installer votre projet et de le runner directement sur un environnement Linux. Donc ça, c'était la petite anecdote pour la configuration Maven. Il n'y a pas grand-chose à redire de plus. Donc, je vais revenir sur des choses plus intéressantes au niveau de l'architecture réactive. Là, on n'a pas du tout de classe à part celle qui permet de démarrer notre projet. Donc, on va donner une structure de code à notre projet. En Java, ça passe par la création de packages. Donc, on va créer plusieurs packages qui vont contenir des composants. Donc, c'est très basé sur les stéréotypes Spring. Hein. On va avoir des composants, des services, on va avoir des repositories. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors, moi, j'aime bien avoir mon package exception parce qu'on va voir après comment gérer les exceptions au niveau d'une API REST dans Spring Boot. Qu'est-ce que je vais avoir aussi? Bien sûr, mon modèle, c'est assez évident, il nous le faut. Celui qui va contenir nos personnes et nos hobbies. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? C'est à peu près tout, je pense qu'on va avoir besoin pour ce soir. Non, il y a un truc hyper important en fait, c'est la configuration. Parce que Spring Boot, c'est beaucoup basé sur des configurations. On va en faire une seule ce soir, parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose. On y reviendra après. Et il y a un autre package que j'aime bien, je l'appelle Transformators. En fait, ça permet de faire de la transformation en DTO. Donc, pour ne pas faire transiter sur le réseau notre modèle, on fait transiter des objets qu'on appelle des DTO, c'est-à-dire Data Transfer Object d'ailleurs. Ça permet de faire transiter sur le réseau que ce qu'on a besoin et pas forcément tout le modèle lors des échanges en web service, par exemple. Donc là, on va pouvoir commencer à faire notre code. On va faire une API, donc j'ai dit REST en JSON. Donc REST, ça veut dire Representational State Transfer.
c'est une architecture qui s'adapte bien pour tout ce qui est architecture réactive, parce que ça va nous permettre de créer des web services qui sont basés principalement sur 4 verbes. Le get pour récupérer les données, le put pour les modifier, le post pour créer des données et le delete pour les supprimer. Donc on va pouvoir du coup directement créer nos interfaces de contrôle. Il me manque mon package controllers qui est important. Et on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va commencer par créer une personne. Donc je vais créer une classe personne contrôleur que je vais stéréotyper en reste contrôleur. Donc ça va dire à Spring Boot, via cette annotation-là, que tout ce qu'on va décrire au niveau des différents mappings, ce seront des web services REST. L'objet personne une fois que la création elle est terminée. Donc en sortie on a une personne, donc un truc assez basique quoi. Ça nous return une personne. Voilà. Donc ça, on a dit que pour faire de la création, c'est du post. Donc on va rajouter une annotation post mapping. Donc là, ça va nous faire une interface REST et on va mapper tout ça sur du URI de mapping. Donc là, j'aurai un contrôleur sur le verbe URI. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur le réseau, on évite toujours de faire transiter le modèle. On va faire transiter des DTO. Je vais rajouter un requête. Je vais appeler DTOs, sa création. Là, alors, Nicolas, on a quelques petits soucis de son. On a pas mal de lag. Je ne sais pas si tu as d'autres choses qui tournent. Mais on est plusieurs effectivement à avoir du lag. Et donc, sur ta dernière phrase, c'était pas très clair. Je crois que ton micro s'est recoupé. Là, c'est bon. Ouais. Mon PC s'est mis à ventiler fort. Alors, peut-être que ça l'a un peu perturbé. 2-3 actions. Vous m'entendez bien ou pas là en fait? Encore juste là avant, hein, ça a recoupé un petit peu. Est-ce que je sais pas s'il y a des petites choses que tu peux couper qui tourneraient en parallèle? Peut-être coupe ta caméra éventuellement. Effectivement, nous dit Laurent, c'est une bonne idée. Peut-être que ça aidera un petit peu. Oui, sur mon écran déjà. Ton écran, on le voit bien, il n'y a pas de souci. C'était plutôt au niveau du son et de l'image, ça allait moins je reviens, bien. je vais voir un truc. Je reviens. Vas-y. On a encore des gens qui nous rejoignent. Normalement, ça devrait être mieux. Et écoute, là, ça a l'air d'aller. Ok. Bon, on va reprendre du coup, mais normalement, ça devrait être bon. Eh ben, c'est parti, on t'écoute. Donc, je vais reprendre rapidement du coup un contrôleur post du coup pour faire de la création. On évite de faire transiter du coup sur le réseau le modèle. Hein, on va juste faire transiter ce dont on va avoir besoin pour créer une personne. C'est pour ça que du coup on a créé ce DTO, personne crée DTO. Et en sortie, de la même manière, on ne va pas renvoyer le modèle personne, on va envoyer un DTO qui représente cette personne. Donc, je vais avoir besoin aussi d'un personne DTO. Voilà. Donc, pour l'instant, on va se cantonner à la création. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place notre modèle. Donc, on a besoin de notre personne. Pour l'instant, on va juste lui donner, je pense, ça va être suffisant, un nom et un prénom. Et je vais mettre ma petite annotation magique de Lombok. En fait, le add data, là, ça va me permettre de me créer mes getters et mes setters et tout ce qui va bien pour que je puisse ne pas avoir à les coder à la main. Donc voilà. Et ce qui va être intéressant aussi au niveau de notre modèle, c'est d'avoir nos hobbies. Donc je vais créer un hobby avec juste un nom
Pour l'instant, ça sera largement suffisant. La petite annotation qui va bien. Voilà. Et ma personne, je vais faire ma liaison 0n de tout à l'heure. Je vais avoir mes hobbies. Voilà. Donc, ce que je disais, quand on va créer une personne, on a besoin juste de son nom et de son prénom. Donc, ce qu'on va faire transiter sur le réseau, c'est juste la représentation de la personne par son nom et par son prénom. On ne va pas passer la liste des hobbies. Là, on est dans un mode où on crée juste une personne. On aura un web service dédié pour administrer les hobbies de la personne. Donc là, au niveau de mon contrôleur, je reçois juste le nom, le prénom. On va le créer. Et en sortie, j'aurai mon personne DTO. Donc là, typiquement pour tout ce qui est réactivité, on est sur un contrôleur REST, donc on peut accepter des milliers de connexions en simultané. Donc là, au niveau de l'architecture réactive, on est bon, on est scalable, on peut prendre de la charge. Donc, on va continuer le découpage de notre projet. Là, je ne code pas directement dans mon contrôleur. Je vais créer une couche de service que je vais appeler personne service. La couche de service, c'est celle qui va avoir toute ma logique et tout ce qui va toucher à la personne, transformation, enrichissement, toutes ces choses-là. Dans ma couche de service, je rajoute mon package, je vais l'appeler personne et ma petite interface, hop, personne service. Donc, personne service, ici, je vais faire mon create et je lui passe mon personne create DTO. Et en retour, il me passera mon personne DTO. Hop, on crée notre petite interface. Donc là, on est sur une interface. Bien sûr, il faut une implémentation. Et on va rajouter notre personne service. Là, je vois rien. Imple. Du coup, qui implémente mon interface personne service. Voilà. Alors, pour les besoins là, de ce qu'on va faire, je me suis créé une base de données mémoire à la mano. Je ne vais pas vous refaire un dessin derrière, ça ne sert à rien. C'est une base de données, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, j'ai juste fait un copier-coller directement. Ça me donne en gros deux maps, une de personne et une de liaison personne hobbies. Il n'y a rien de trop besoin à savoir, c'est juste là vraiment pour les besoins de la démo. Donc, ce qui va se passer dans notre couche là de service, ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter la personne dans notre base de données. Donc ça, c'est assez facile. On a juste à récupérer notre map de personne de cette façon-là et à faire un put, tout simplement, dedans, quoi. Donc, je récupère juste, du coup, un ID unique. Voilà. Donc, je vais juste faire un put de ma personne dans ma map. Le truc, c'est que là, j'ai une personne créée de DTO. Dans ma map, j'ai besoin de personne. Donc, il va falloir que je fasse une transformation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un transformateur. Donc, je vais rajouter un petit package personne et je vais rajouter mon personne transformator. Alors, personne transformator, c'est le nom assez bateau que je donne. Souvent, c'est modèle transformator, c'est le nom du modèle et après transformator. Et dedans, je mets toutes les classes qui vont me faire du mapping. Donc, pour faire du mapping, on ne va pas faire tout à la main parce que ça peut vite être très très long. On va utiliser un petit framework que j'aime bien qui s'appelle Model Mapper. Pardon, et qui va permettre du coup de nous faire ça très bien pour nous. Le principe de fonctionnement, en fait, il est super facile. On a un DTO en entrée, un DTO en sortie. Et de façon simple, il fait du mapping par introspection par nom. Donc, ça va être du face à face. Donc le nom vers nom, prénom vers prénom. Donc, ça sera largement suffisant pour nous. Donc,
ça s'instancie très très facilement. Donc on va avoir une map. Hop. Résolution des dépendances. Ah, j'ai pas pris la bonne properties. Alors, hop là. Voilà. Donc, on instancie un modèle mapper et après, on va juste tout simplement créer des méthodes qui vont nous faire un mapping d'une classe vers l'autre. Donc là, on a besoin d'un person create DTO vers une personne. Donc, on obtient ce genre de choses. Donc, c'est assez simple. Voilà, parfait. Donc là, ça va prendre les champs de cet objet-là, ça va les mapper en face à face vers l'objet personne. Donc, moi, j'ai juste besoin ici d'injecter mon transformateur. Hop, et d'utiliser ma méthode avant de pouvoir l'insérer dans mon modèle, dans ma base de données. Donc là, j'ai besoin d'une clé primaire. Chez nous, ça va être un long. Et normalement, si tout se passe bien, là, quand je ressors, j'ai dans ma map, j'ai sauvegardé ma personne. Vu qu'en sortie, on ne veut pas renvoyer le modèle, on va refaire une transformation. Et ce coup-ci, dans le format du DTO qu'on veut exposer en sortie du web service. Et là, à savoir, c'est une personne vers un personne DTO. Donc, hop, j'ai ma petite méthode exactement tout pareil. Je retourne ma personne et là, j'ai fini ma création. Je suis en train de me rendre compte que le temps passe vite, donc je ne vais pas continuer trop loin là-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire directement une démo de la création d'une personne. Comme ça va être beaucoup plus interactif pour vous. On va rajouter en fait un Swagger sur notre projet. Ça va nous donner une petite interface qui va nous permettre de faire des tests assez rapides d'une API REST typiquement. Donc je vais rajouter des dépendances dans mon projet juste ici. Donc ça, ce sont les deux dépendances qui vont me permettre d'avoir ma petite interface Swagger et aussi accès à tout ce qui est annotation et configuration du Swagger. Je vais lancer mon application. Je vais la lancer sur mon IntelliJ. Donc, je vais l'appeler local. Normalement, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit à part de donner où est mon main. Et quand je lance ça en debug, j'ai Spring Boot qui va opérer et qui va me déployer mon projet. En attendant que tout ça se déploie, on va mettre en place quelques petits autres principes qui sont liés à l'architecture réactive, à savoir comment est-ce qu'il faut que je réagisse si j'essaie de créer une personne dont l'ID en base de données existe déjà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une map de personnes qui représente notre base de données. On va s'en servir et on va essayer en fait de chercher à savoir si on a déjà un ID unique par rapport à celui qui va être auto-généré juste au-dessus. Et si ce n'est pas le cas, on va retourner une exception. Alors, Spring Boot, il a un mécanisme qui gère bien ces exceptions de base, mais le mieux, c'est quand même qu'on puisse avoir notre propre mécanisme de gestion des erreurs. Ça permet un peu d'uniformiser la réponse qu'on va exposer depuis notre interface REST. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une classe que je vais appeler proxy d'exception. La proxy d'exception va être toute simple. Pour l'instant, elle va juste étendre d'exception. Pour aller un petit peu plus vite, je vais juste vous rajouter les classes qu'on va avoir besoin
pour un peu customiser nos exceptions. Donc en fait, au lieu de retourner le DTO par défaut de Spring Boot, on va en retourner un que je vais customiser moi-même et qui est basé sur un exception handler. Donc ce DTO-là, il aura un error code, un error message, une date, une cause et une description. Donc quelque chose d'assez verbeux, on va dire, qui va nous permettre de détecter assez facilement d'où proviennent les erreurs qu'on va pouvoir rencontrer dans notre projet. Pour chacune des exceptions, je l'ai décliné avec un error code qui représente les erreurs code HTTP qu'on peut rencontrer un peu dans les API HTTP. J'ai fait du 400, du 401, du 404 et du 500. Celle qui va nous intéresser, nous, pour l'instant, ça va être la Proxiad exception 400. Parce que c'est celle qu'on va retourner ici, par exemple. Donc Proxiad exception 400 pour dire que l'ID de la personne, par exemple, il existe déjà. Là, je vais remonter du coup une exception. L'ID existe déjà, un truc assez bateau. Mais en fait, ça va nous permettre au niveau de la résilience et aussi de la robustesse de notre système d'avoir un retour rapide qui va pas aller jusqu'à la transformation, la tentative de sauvegarde et essayer de faire un retour. Là, on rentre, on fait une première vérification et on sait qu'on peut sortir rapidement si l'ID existe déjà. Donc voilà, c'est le genre de choses qui permet d'être plus performant sur nos temps de réponse dans une application. Donc là, je suis en train de regarder. Il me manque quelques dépendances que je vais ajouter là maintenant pour mon modèle. Common lang, c'est celle-là. Voilà. Donc c'est une petite librairie Apache qui est bien pratique. Hop, qui va me permettre de faire du mapping d'exception. Hop, sauf s'il ne veut pas. Alors, qu'est-ce qui me manque? Ah voilà. Voilà. Donc là, on va avoir une mise en forme de notre message d'erreur qui va être compréhensible, par exemple, par un front lors de gestion d'erreurs et de retranscription à l'utilisateur final. Là, normalement, je vais pouvoir démarrer mon application et on va essayer de créer une personne. Petite exception à remonter et ça devrait être bon. Je vais remettre mon interface ici. Donc, je me mets en localhost par défaut port 8080 de Tomcat. Donc, là, je n'ai pas pu démarrer parce que j'ai oublié une annotation ici pour dire que mon interface est implémentée. Décidément, c'est la soirée des annotations. Voilà. J'ai mon Swagger qui est chargé. Et là, j'ai mon contrôleur qui est exposé. Donc, je vais tenter de créer une personne. Donc, c'est assez simple. Hein, je lui donne un nom. Pourquoi pas le mien? J'exécute. Là, j'ai eu une magnifique erreur.
une nulle pointeur exception. Super. Je pense que ma map de personne doit être mal instanciée. J'ai pas d'ID, bien sûr. Quelque chose à pas oublier. Je suis en génération enfin, je suis en base de données mémoire. Si j'ai pas d'ID, ça peut pas marcher. En attendant, juste pour vous montrer, je vais faire un petit web service en get cette fois-ci. Même si on a dit qu'on faisait pas de get sur cette partie-là du projet, c'est au moins pour qu'on puisse vérifier que la création a correctement fonctionné. Et après, c'est le genre d'interface qu'on mettra à la poubelle. Donc, au niveau du get, ça va être assez simple. On récupère notre HMAP, on vérifie qu'elle contient bien la personne. On la récupère, on transforme, on retourne, tout simplement. Donc, toujours penser aux petits contrôles pour ne pas avoir à faire des traitements inutiles. C'est quelque chose qui permet d'aller vraiment très très vite et qui prend pas beaucoup de temps, mais au niveau confort, sortir directement sans se prendre le temps de faire des traitements inutiles, ça permet de gagner vraiment des secondes sur les temps de réponse pour l'utilisateur final. Donc là, j'ai ajouté mon deuxième contrôleur. Donc j'ai un get. Donc là, je recommence par créer un utilisateur, une personne. Et j'ai toujours ma 500. Superbe. Puis celle-là, elle est vraiment pas belle. Magnifique. Alors, je t'interromps juste une petite seconde, Nicolas. Une question de Yoni qui nous dit qu'il a du mal à comprendre le principe du contrôle d'ID. Pour lui, un poste ne devrait pas prendre en paramètre un ID. Et dans ton DTO, tu ne prends pas d'ID en paramètre. L'erreur ne Non, devrait mais pas se déclencher. ouais, alors là, c'est vraiment c'est un contrôle un peu absurde. C'est vrai que j'aurais pu faire un contrôle sur le nom de la personne ou sur son prénom, effectivement. Là pour le coup. Alors sur le get, c'est pour être sûr que je récupère une personne qui a bien été créée, parce que le get, je le fais par ID de personne. Mais effectivement, sur la création, là, c'est juste que dans ma BDD, en fait, j'ai fait une séquence manuelle. Donc je vérifie qu'elle n'a pas déjà été utilisée, typiquement s'il y a quelqu'un, si on travaille en parallèle. Ça, c'est le genre de problématique qu'on va complètement abstraire quand on utilisera un ORM ou les séquences de la base de données directement. Mais oui, effectivement, ici, là, au lieu de vérifier que j'avais un ID déjà présent, j'aurais pu vérifier que je n'avais pas une personne déjà avec le même nom, par exemple. Ce genre de choses-là. Ok, Yoni, je ne sais pas si ça répond à ta question, du coup. Il dit ça marche, merci. Et bien, on te laisse poursuivre, du coup, Nicolas. Ça marche. Donc, je vais continuer. Alors, là, le souci que j'ai, il est tout simple. C'est que j'ai mis un post mapping, mais j'ai pas dit que ma personne create DTO, c'était un body. Donc, il ne met pas ça dans les query param. Je pense que c'est ça qui l'embête. Hop. Je vais refaire une tentative. Une fois qu'il sera chargé. Hop là. Voilà, ça va être beaucoup, beaucoup mieux, je pense. Bien sûr, je retire ça. Eh ben non, il n'aime pas. Bon, j'ai vraiment pas de chance ce soir. C'est pas grave, j'ai ma solution de secours. Alors, vu qu'il est 19h20, je vais accélérer un petit peu et faire un peu comme à la télé. Parce que j'avais pris tout un peu par avance. Donc, on retrouve bien mon
mon web service pour tout ce qui est création. Mon web service, là, du coup, on en a un autre, ça va être pour de la mise à jour, la suppression et mon petit get là qui va pouvoir nous servir pour faire la récupération. Donc, je vais lancer ce projet-là. On va voir qu'il est un peu plus complet, mais il a, comme on peut le voir, exactement les mêmes structures, sauf que j'ai en plus mon contrôleur pour les hobbies, DTO pour les hobbies, etc., etc. Voilà. Donc là, je m'en vais créer une personne. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai ma 200. J'ai mon ID qui a été généré. L'ID 1. Pour l'instant, je n'ai pas de hobbies. Voilà. Je vérifie bien que j'existe. Il me retourne bien que j'existe. Et là, typiquement, le test de l'ID, ça me retourne bien mon erreur où il me dit la personne n'existe pas. Donc, je n'ai pas eu de recherche particulière. Ça a été direct. La personne n'existe pas. Donc là, on a bien le DTO que j'avais montré avec un error code qui permet de faire un mapping au lieu de mettre l'error message par défaut que renvoie mon DTO. Une erreur cause et une description vachement complète. Nous, on utilise ça. Typiquement, c'est un peu le retour d'expérience que j'ai, c'est la stack de l'erreur qui permet d'investiguer un peu plus rapide quand on a des soucis en prod. Alors, ensuite, sur mon put, j'ai tout ce qui est mise à jour. Donc, j'ai ma personne numéro 1. Par exemple, je veux mettre à jour, je ne sais pas, le nouvel, ça va passer en le grand. Et là, je mets toujours Nicolas. Si j'exécute, point d'arrêt. J'ai bien la mise à jour du nom et du prénom qui se fait. Il y a des petites techniques aussi qui sont maintenant avec le verbe patch, qui permettent en fait quand on veut mettre à jour un objet, de ne pas avoir à passer l'intégralité du DTO, mais uniquement la partie qu'on voudrait mettre à jour. Par exemple, je veux mettre à jour que le prénom sans toucher au nom. Mon put, j'étais obligé de mettre tout le DTO. Là, je vais juste dire sur la personne 1, moi à jour le prénom Michel, et quand je vais exécuter, je vais garder mon nom tel quel et mettre juste à jour le prénom. Ça se fait avec un peu des spécificités là pour le coup du monde Java. C'est que au niveau du JSON, on va sérialiser des champs optionnels au lieu de sérialiser directement le typage du champ, ce qui va nous permettre de faire la différence entre un champ vide pour lequel on voudrait supprimer une valeur, d'un champ qui n'est pas dans le JSON pour lequel on voudrait rien faire, ou d'un champ qui est dans le JSON avec une valeur pour lequel on voudrait surcharger cette valeur. Donc là, par exemple, si je voudrais retirer le champ prénom, si je passe prénom à nul, je me retrouve avec une personne sans prénom. Son prénom devient nul. Donc là, on n'a pas, on a une représentation directement de mon objet. Si je vais un peu au niveau des hobbies, je vais vouloir ajouter sur ma personne un hobby. Donc je vais mettre tennis. Si je l'exécute, il me retourne mon DTO avec ma personne et dans la liste des hobbies, mon objet hobbies. Et je peux en rajouter autant que je veux. En retour, je vais avoir dans ma liste ce que ça c'est le hobbies qui s'est ajouté. Et si je veux supprimer hobbies, il suffit que je mette le nom du hobby. Donc là, je n'ai pas forcément généré d'ID, c'est quelque chose qu'on pourrait faire un peu dans le futur. Et ça va me le retirer de ma liste et toujours me renvoyer mon DTO en sortie. Et là, si je vais vraiment jusqu'au bout, je delete ma personne. Et là, maintenant, il n'y a plus rien dans ma base de données. La personne 1 n'existe plus. On a Yoni qui nous dit qu'il n'avait jamais pensé à l'optional pour le patch. C'est tellement plus facile. Ça a l'air, en tout cas. Ouais, ça c'est. On a mis au moins une semaine avant de réussir à trouver une solution. Et c'est un truc vraiment qui est méga pratique, quoi. Surtout pour les représentations JSON où en Java, il n'y a absolument pas la possibilité de savoir si un champ est présent ou non dans une structure JSON, en fait.
Là, le optional, il permet vraiment de faire les deux et c'est un truc qu'on se sert beaucoup pour économiser en trafic réseau, par exemple. Quand on a des DTO qui font des... Nous là, moi, je suis chez SFR, on a des configs qui font des cinquantaines de milliers de lignes. Quand on veut en changer une seule, au lieu de renvoyer le DTO complet, on voit que la ligne qui change. Et au niveau du trafic réseau, c'est vraiment magique, quoi. On a Suleiman qui nous indique que Spring Data REST l'ouvre sans code, du coup. J'ai pas compris. Alors, qui ouvre l'offre, qui l'offre sans code. Je suis pas sûr de comprendre tout à fait non plus. Suleiman, si tu veux peut-être Ah, préciser. le fait à partir du modèle de créer une API REST, c'est ça? Ouais, Le le patch, ATOS. dit-il. Le Ah, patch. En fait, d'accord. je parle du patch, quoi. Quand on met la dépendance Spring Data REST, on l'a gratuitement. On n'a pas besoin de coder le CRUD, on a tout, que ce soit le get, le put, on a tout. Ouais. Parce que moi, je connaissais ça. Ouais, ça offre ce format-là, quoi, naturel. D'accord. Ok. Ça offre ce format-là, ouais. D'accord. Mais c'est pas un module de Spring Boot, c'est dans Spring directement. C'est dans Spring Boot, c'est dans Spring C'est Boot. dans Spring Boot, d'accord. Ouais. Ça marche. Il suffit juste de mettre de l'annotation, on a tout. Même on a Spring Data, on a plein de trucs. D'accord. Ça marche. Merci, Suleiman. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. J'ai voulu speeder un peu sur la fin pour essayer de rester un petit peu dans les clous. Je peux vous faire part d'une autre petite chose pour combler le temps qui reste au niveau des logs, parce que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc du coup là, mon application, elle est démarrée. Elle va me faire des logs externalisés. Normalement sur mon disque. Alors, attendez, je vais essayer de choper un fichier sans trop vous montrer mon arbo. Proxiad, log, démo. Voilà. Donc typiquement, c'est une redirection classique, hein, en gros, pour l'instant de la console vers un fichier externalisé et qui permet, avec du coup là, moi j'utilise Logback et SLF4J, donc qui permet de me gérer mes logs et faire du rolling file. Par exemple, là j'ai mis 30 jours 100 mégas d'archives. Donc ça me permet d'avoir un log rotate sur mes logs applicatifs et de pouvoir, là on retrouve un peu le scénario qu'on a déroulé là ensemble, hein, avec particulièrement les erreurs qui s'inscrivent. Et tout ce qu'on va mettre, je sais pas, je prends par exemple, je prends ma couche service avec ma petite annotation SLF4J. Si ici je rajoute un log info que je suis en train de créer la personne et que là je rajoute une personne create DTO. Si je redémarre mon serveur et que je recrée une personne, voilà, je me remets sur mon Swagger, hop, donc là je suis sur le get, là je suis sur le create, bon tant pis, lui il s'appellera string. Donc si je reviens, si je recharge mes logs, parce que je les ai ouverts avec Notepad, du coup c'est un peu sale, je devrais avoir mon log d'info, voilà, qui s'est ajouté ici. En plus, donc c'est typiquement du log applicatif qui peut être utile si on a besoin de reparcourir les logs pour chercher si quelque chose a fonctionné ou pas, quoi. C'est assez rapide aussi à mettre en œuvre. Et avec Lombok, toujours, là, on a la petite annotation qui permet d'instancier automatiquement un attribut log qui donne accès à tout un tas de méthodes pour loguer, que ce soit en info ou en erreur, des bugs, toutes ces choses-là. Je fais
petit aparté sur les properties, parce que Spring Boot il gère les properties d'une façon assez particulière. On a un fichier interne qui s'appelle application.properties, dans lequel vous allez mettre en gros toutes les properties qui ne sont pas liées à l'environnement sur lequel vous allez déployer votre projet. Et Spring Boot, il propose d'ajouter des endroits où on peut déposer des fichiers de properties externes qui vont vous permettre cette fois-ci de mettre vos properties propres à votre environnement. Donc tout ce qui est login, mot de passe et URL de base de données ou ces choses comme ça, pour qu'elles ne soient pas embarquées directement dans votre jar. Toutes les properties qui ne sont pas présentes au moment où vous démarrez l'application, mais qui sont nécessaires pour que Spring Boot démarre, vous fera une belle erreur qui vous diront la properties est manquante. Donc il n'y a pas de possibilité de démarrer sur une patte. Ça fonctionnera toujours sur toutes ces pattes parce que Spring Boot ne vous autorisera pas à démarrer sans. Ça, c'est assez intéressant aussi de pouvoir externaliser très facilement ces properties. Super, on arrive au bout du timing. Du coup, Nicolas, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter. Je ne sais pas si certains ou certains d'entre vous ont des questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser. Et en tout cas, avant de partir, n'hésitez pas, on a lancé ça depuis quelques semaines maintenant, n'hésitez pas à nous donner un chiffre entre 1 et 5. On fait un petit rôti, comme d'habitude. 5 étant, c'était génial, j'ai passé un bon moment, j'ai appris des trucs. Et 1 étant, je pense avoir perdu mon temps. N'hésitez pas à le noter. Merci, Mehdi. On a déjà un 5. Super. Et puis, encore une fois, si certains ont des questions, je vais pouvoir vous permettre de réactiver vos micros. On va essayer de faire ça les uns après les autres. N'hésitez pas. Donc, c'est désormais possible. On a un 4 de Kaina Fekir. Merci. Clément qui met un 5 également. Nicolas qui nous demande est-ce que ça a quelque chose à voir avec le reactive programming, genre à la RxJS? Ça peut être lié, oui. Nous, dans Spring Boot, il y a des interfaces qui permettent de faire du code réactif. C'est pas exactement le même concept, mais ça permet aussi de faire de la fluidité, de la réactivité, effectivement. Ça en fait partie. Ouais. C'est une bonne pratique de code aussi. Ok, merci. On a Geoff Coffee Drinker qui nous dit je suis arrivé en retard, mais un 5 pour ce que j'ai vu. Geoff, j'ai une bonne nouvelle pour toi. N'hésite pas à aller t'abonner à notre chaîne YouTube. Je te mets le lien juste là. Tu vas pouvoir t'abonner et le replay sera disponible dès vendredi sur cette chaîne. Si tu t'abonnes, tu seras prévenu du coup par email. C'est gratuit, n'hésite pas. Yoni qui nous met un 5 et content de voir qu'en tant que junior en solo, j'ai réussi à me construire les mêmes best practices qu'un senior. Alors, Yoni, t'inquiète pas, hein, la valeur n'attend pas le nombre des années, comme on dit. Et comme le disait avec beaucoup d'humour Nicolas tout à l'heure, un senior, c'est comme un junior, mais en plus vieux, c'est ça? C'est ça. Basile qui nous demande est-ce que le code est-il disponible pour relecture au calme? Oui, il sera disponible au travers de la vidéo YouTube. Effectivement, faut pas hésiter. Puis je peux le zipper et fournir les sources sans problème. À ce moment-là, ce que je t'invite à faire, Basile, c'est que dès que la vidéo sera sortie, mettre un petit commentaire sous la vidéo et on te contactera en message privé pour pouvoir. Et puis, si tu fais partie de Proxiad, par contre, n'hésite pas à contacter Nicolas via ProxyTalk d'ici là et je pense qu'il se fera un plaisir de te l'envoyer. C'était super intéressant. Merci Nicolas de Kaina Fekir. Merci beaucoup. Claire et concis, je mets un 5 iPhone de Well. Merci. Suleiman qui nous dit qu'il y a un module de Spring Boot pour les réactives qui s'appelle Spring Web Flex qui améliore beaucoup la scalabilité des applis. Merci pour l'info, Suleiman, qui met également un 5. Merci à tous. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Moi, je tenais à te remercier, en tout cas, Nicolas, parce que l'exercice n'était pas facile. C'était la première fois. Désolé encore pour les petits soucis de qualité, mais moi, c'est des choses qui arrivent quand on est en direct. On essaiera de gommer tout ça sur le replay et ça devrait se faire normalement sans trop de problèmes. Écoutez, si ça vous a plu, on vous donne rendez-vous dans à peu près un mois, grosso modo, puisque l'idée, c'est avec Nicolas de continuer cette série et de poursuivre le boulot qu'on a commencé ce soir pour pouvoir aller voir d'autres sujets qui sont en relation. Donc, restez à l'affût sur LinkedIn. On vous tiendra au courant de la date exacte.
Karim qui dit merci Nicolas, très bonne présentation, un format apprécié à poursuivre. Merci Karim d'être passé également. Eh bien, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Merci à tous d'avoir été là. Merci encore Nicolas. Bonne soirée à tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. N'hésitez pas à passer une tête. Ce sera avec un collègue de Lille, ce coup-ci, Anthony, qui nous présentera un sujet que vous invite à découvrir dès mercredi sur notre page LinkedIn. À très bientôt. Merci encore Nicolas. Salut. Salut.